Mais je voudrais commencer par prendre un moment pour vous remercier d'avoir pris le temps d'interrompre vos activités quotidiennes. Merci pour votre curiosité et votre intérêt. Votre présence aujourd'hui est un petit pas vers un monde meilleur. Et alors, merci d'être ici maintenant. Alors, comme vous le savez, l'humanité est devant beaucoup de défis. Mais c'est la façon d'y faire face qui fera la différence et en fait, j'ai confiance en nous. Quand je lis des livres comme Politics of Being de Thomas, quand je vois ce qu'un Rémi fait avec la Maison des leaders, ben, c'est porteur d'espoir. Alors, il y a aussi la création du programme Leader éveillé qui est faite pour nous aider à vivre avec plus de facilité, moins de lutte et de souffrance, notre vie personnelle et professionnelle, pour nous aider à contribuer à ce que le meilleur advienne. Avant de commencer sur le sujet, j'aimerais bien présenter Thomas, qui nous propose un nouveau paradigme de développement. Et ce n'est pas, on ne parle pas juste de développement personnel, mais on parle de développement du monde, de la planète. Alors, c'est vraiment une vue d'ensemble, une perspective qui m'a touchée beaucoup. Alors, Thomas est titulaire d'un doctorat en économie. Il travaille dans le domaine de la durabilité pour les agences des Nations unies, des entreprises et des ONG, notamment dans les domaines de la conservation des forêts, du changement climatique, de la finance durable et du leadership. Tous des petits sujets, hein, Thomas? Et il vit avec sa femme et leurs 2 petites filles près du village des Pruniers, dont le monastère du maître zen Thich Nhat Hanh est. C'est en France et il arrive justement d'une retraite de 2 semaines, le chanceux. Et je pense que Thich Nhat Hanh a été ton maître zen aussi, hein? Et alors, je remercie Thomas de partager avec nous les découvertes et d'ouvrir ces découvertes et d'ouvrir la conversation sur la manière dont nous pouvons aller de l'avant avec des idées et des solutions pertinentes pour que le meilleur advienne. Et avec nous, un grand ami à moi que j'aime profondément, Rémi Tremblay. Rémi Tremblay a cofondé la Maison des leaders il y a 20 ans, alors qu'il était président d'ADECO Canada, qui comptait à l'époque plus de 10 000 employés. Alors, comme il est habité par la croyance qu'en devenant un meilleur être humain, en fait, en devenant le meilleur de ce qu'on est, on devient un meilleur leader. Il décide de consacrer tout son temps à la Maison des leaders et ça crée une communauté et il les accompagne en ouvrant des dialogues sur des sujets permettant notamment d'élargir la conscience, la présence attentive et de retrouver la tranquillité intérieure. Il nous parle d'un point bascule qu'on pourrait faire au Québec pour justement que le Québec puisse élargir notre conscience. Alors, il privilégie la pédagogie de la rencontre, l'exploration de thèmes inédits dans les milieux de travail. On n'avait jamais osé parler avant. La maison est un refuge où se déposer, ralentir et réfléchir. Il est aussi père de 3 garçons. C'est plus des garçons, là, c'est des grands gars. Puis il est aussi conférencier et co-auteur de plusieurs livres. Je ne les nommerai pas toutes, mais si vous le googlez, vous allez trouver tous ces livres super intéressants. Alors, vous savez, il y a de ces rencontres qui changent une vie. Alors, merci Rémi d'avoir accepté ce début de conversation qui est si nécessaire. Alors,
me semble que je suis seule qui parle. Mais Bienvenue c'est quoi? Rémi, bienvenue Ah, Thomas. merci Céline. Un grand plaisir d'être avec tout le monde aujourd'hui. Ah oui, mais je suis content d'être là aussi. C'est le fun parce que c'est Yves Le Bihan, un des intervenants de la... On crée un mouvement, c'est incroyable. Et beaucoup d'intervenants de Leaders éveillés sont des amis de la Maison des leaders. Alors, on est vraiment dans la coopération, dans vouloir, avec la même intention, hein? Alors, c'est super. Rémi, je vais citer une de tes phrases. Je ne sais même pas si tu t'en souviens, mais moi, je l'avais pris en note parce que je pense que diriger, c'est d'exercer une action sur le monde. Et toi, tu as dit, ma vraie nature, c'est la sagesse, la bonté et le pouvoir d'agir. Alors, c'est pour ça que j'ai eu l'élan de réunir pour ce dialogue Rémi et Thomas qui ont à peu près la même façon de penser, mais qui viennent complètement de sphères différentes. Et un Rémi qui est très intuitif et un Thomas qui est intuitif aussi, mais qui a fait beaucoup de recherches et qui a allié la sagesse et la science. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et dans ton livre, Thomas, tu parles, quasiment tous les philosophes ou les sages que tu cites, on les connaît, on les a touchés, tu parles de théories comme la théorie d'Otto Scharmer, la théorie U, tu parles des consciences, les niveaux de conscience de Keegan, etc. Et on a tout vu ça à la Maison des leaders. Alors, c'est pour ça que je trouvais que ça faisait une belle, un beau mix et c'est pour ça que j'ai eu l'élan de demander à Rémi de joindre le dialogue. Puis, ce qui est intéressant quand j'ai lu ton livre aussi, parce qu'il m'a touché beaucoup, c'est quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une gouvernance planétaire, tu sais, qui aurait l'intérêt du vivant à cœur. Je ne savais pas trop comment, je ne savais pas. Puis je ne suis pas sûre que je réalisais à ce moment-là qu'on était tous interreliés, mais en tout cas, pour vouloir avoir quelque chose qui englobe puis qui a une perspective globale pour le bien commun, bien, j'ai dû penser inconsciemment qu'on était tous interreliés. Et c'est là où ça m'amène à la racine du problème, Thomas, où tu suggères que la racine des nombreux problèmes auxquels le monde est confronté est cette illusion que nous sommes séparés. Parle-nous-en un peu. Oui, en effet, je pense que quand on regarde vraiment en profondeur des racines de nos problèmes, on touche en fait à la culture et comment dire, au fondement philosophique, je dirais, de nos civilisations. Et en Occident, on peut le réduire presque à quelques valeurs qui se sont particulièrement développées dans les derniers siècles: l'individualisme, le matérialisme, le réductionnisme, l'anthropocentrisme, on pourrait dire aussi dans partie positive, on va dire l'humanisme aussi. Et donc, toutes ces valeurs ensemble, elles créent ce qu'on peut appeler un récit sur qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qui est possible, etc. Et j'emprunte à Charles Eisenstein ce concept qu'on peut appeler ce récit, le récit de la séparation, dans lequel, dans notre culture, on se vit comme séparés les uns des autres, séparés de la nature, et puis un petit peu chacun pour soi, chacun se vivant en compétition avec la nature, avec les autres, dans un monde fait plutôt de rareté, où on essaye de maximiser notre bien-être matériel avant tout. Donc c'est tout, et tout ça, finalement, ce récit,
il conditionne finalement ce qui est possible collectivement. Et bien sûr, ce récit, il est basé, s'est développé aussi par rapport aux connaissances scientifiques qu'on avait, qui ont contribué à cette vision du monde. Et Eisenstein, je pense qu'il a raison, dit qu'il y a un nouveau récit qui est en train de voir le jour, basé aussi sur des nouvelles découvertes dans la science, qu'il appelle le récit de l'inter-être, et dans lequel, et ce qui est important pour nous par rapport à la réflexion que je développe sur le développement de nos sociétés, c'est que la science nous dit de plus en plus que finalement, en fait, cette idée de qu'on va atteindre le bonheur par la partie matérielle, en fait, est assez fausse. Et le bonheur, finalement, notre bien-être vient plutôt des relations à nous-mêmes, relations aux autres et relations à la nature. Et du coup, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus positive pour le futur et beaucoup plus engageante, dans lequel on pourrait vivre mieux tout en vivant en harmonie avec la nature et les autres. Et au lieu de penser qu'on va devoir sacrifier une prospérité matérielle pour pouvoir vivre dans les limites naturelles de l'environnement, pour pouvoir faire face aux crises sociales en partageant plus, etc. Donc, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus positive de l'évolution qui nous est à faire. Et c'est vraiment intéressant, on parle de changement de conscience nécessaire. En effet, Thich Nhat Hanh, dont je suis les enseignements, dit par exemple qu'on est là finalement pour sortir de l'illusion de la séparation, pour aller vers justement cette réalisation, cette conscience de l'inter-être, qui peut avoir d'autres noms dans différentes traditions spirituelles, comme la conscience de l'unité, de ne faire qu'un avec tout, et qui est vraiment l'essence de la spiritualité ou de la réalisation spirituelle. Donc voilà, on voit vraiment comment on est à ce point de bascule entre une vision finalement très matérialiste ou de la séparation versus une vision qui émerge, qui est celle de la vision spirituelle de l'inter-être. Merci. Rémi, toi aussi, tu nous parles de toute une philosophie sur la séparation, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, avant d'en parler, je te remercie, Thomas. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais probablement beaucoup de nos jeunes Québécois qui n'osent pas mettre d'enfants au monde présentement parce qu'ils se disent ça n'a pas de bon sens de les mettre dans un monde comme celui-là. Donc, je vais leur dire de t'écouter, de te lire. Ça va leur donner l'espoir qu'il y a un monde devant qui est meilleur. Fait que merci vraiment pour ça. Je pense effectivement, Céline, je pense qu'on est à la même place. Moi, je le dis peut-être dans des mots un peu différents. Ce que moi, j'ai pris conscience, c'est à quel point la première partie de ma vie, et ça a été vrai pour l'Homo sapiens jusqu'ici, on a été dans la survie. Et on a bien compris que notre survie passait par le fait de posséder des choses. Donc, le matérialisme, pour moi, est né de cette posture de survie. Et le grand bascule, pour moi, ça va être la journée où on rebascule à nouveau dans la vie, parce que ma croyance, c'est que quand je suis venu au monde, j'étais dans la vie. Et tout à coup, j'ai basculé dans la survie. J'ai eu l'impression qu'il y avait, tout d'un coup, j'avais pas cette notion de séparation d'avec ma mère. Il paraît que c'est quelque chose qui dure en plus. Quand on sort du ventre de notre mère, on continue encore un certain temps à être dans cette idée qu'on n'est pas séparés. Et donc, les chercheurs vont dire parfois qu'on prend conscience tout à coup qu'on n'est pas notre mère, qu'on est séparés, qu'il y a moi et le monde. Mais moi, je suis plutôt de ceux qui croient qu'on bascule dans l'illusion qu'on est séparés. Et pour moi, l'éveil, c'est de pouvoir lever le voile sur cette illusion et revenir dans la vie. Et à partir du moment où on est dans la vie, on n'est plus menacé, donc on n'a plus besoin d'accumuler tout ce qu'on a accumulé pour survivre, parce qu'il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus rien à compétitionner, il y a juste à être là. Et donc, automatiquement, quand on est dans la vie, la vie est plus chill, comme diraient mes fils. Mais d'ailleurs, merci. Thomas, tu nous dis qu'à cause de cette posture-là, ça a créé cette culture-là, par exemple, du PIB,
où on mesure le bien-être avec l'avoir. Et puis, dans ton livre, tu parles du Bhoutan et Mathieu Ricard nous a privilégiés en nous faisant rentrer au Bhoutan et on a rencontré le ministre du Bonheur au Bhoutan. Et est-ce que tu penses que c'est pas d'hier que le Bhoutan mesure son bonheur et c'est un exemple, mais il n'y a personne, il n'y a pas un pays qui a suivi son exemple. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui, en effet, le Bhoutan a été le premier, mais il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent au bien-être comme un paradigme général pour mesurer le progrès social. On a par exemple la Nouvelle-Zélande qui a fait un budget bien-être et il y a pas mal de pays européens aussi qui s'intéressent beaucoup à cela. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, de se demander aussi, nous, c'est vrai que l'échelle sur laquelle on a tendance à mesurer le progrès des pays, c'est souvent le produit intérieur brut, la richesse nationale. Et on disait, en fait, pour moi, c'est même pas un indicateur de bien-être. En fait, c'est juste qu'on a complètement abandonné, on a pris ce qui était un moyen avec l'idée qu'à un moment donné, en effet, notre bien-être pourrait évoluer avec le développement économique, pourrait s'améliorer avec le développement économique. Mais finalement, c'est devenu une fin en soi et on voit même que notre système économique aujourd'hui, il n'est pas au service d'une finalité au-dessus de lui. Finalement, il est devenu sa propre raison d'être. C'est la logique de la croissance. Et on est devenu très dépendant finalement de cette croissance économique. Il y a tout un système qui fonctionne de cette manière. Et je pense que ça vient, comme on disait, d'une certaine… ça est né dans une certaine culture à un moment donné, ça s'est imposé dans le reste du monde. Et d'abord par la colonisation, je dirais, puis par la globalisation. Et qu'à un moment donné, il serait bon de pouvoir se poser cette question, comme on le fait parfois, comme le disait Rémi, au niveau individuel. Ce que je montre souvent dans le livre, c'est finalement beaucoup d'enseignements ou de processus individuels, on le retrouve en fait les mêmes choses au niveau collectif. Donc, Rémi parlait de la survie et du côté matériel. Voilà, au niveau collectif, on est aussi beaucoup là-dedans et on est maintenu là-dedans par le système. Mais bon, à la fois, il y a quand même des logiques contraires. Les sociologues nous disent que voilà, dans les pays les plus riches, on passe de fait, quand on regarde nos valeurs, de valeurs focalisées sur la survie, à de plus en plus des valeurs focalisées sur l'expression de soi. Et c'est vraiment aussi la justification pour dire, voilà, il semblerait qu'on c'est peut-être le bon moment pour passer à un autre paradigme de développement dont on se donnerait comme objectif pour nos sociétés de favoriser l'épanouissement de tous les individus. Et je dirais même plus de tous les êtres et pas seulement les êtres humains, que tous les êtres ont le droit d'être. Alors, comme tu dis, Thomas, passer de l'avoir à être. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis. Alors, c'est intéressant parce que dans la présentation de Rémi, je retrouvais en fait les deux notions. J'essayais justement de conceptualiser un petit peu qu'est-ce qu'on entend par être. Et je dirais que l'être, c'est pour moi très simplement, on peut le voir sous deux aspects. C'est devenir ce qu'on est. Donc Rémi, j'ai noté, parlait de ma vraie nature. Et les traditions spirituelles nous disent en fait ce qu'il en est de cette vraie nature. Et je parlais d'intérêt ou d'unité avec le tout. Et c'est ça qui peut nous dire que c'est le chemin par lequel on peut réconcilier développement personnel avec les questions écologiques et sociales. Parce que si dans le processus de développement personnel, on se sent de plus en plus connecté aux autres et à l'environnement, je pense que ça peut être le moyen de faire face de répondre à ces crises-là. C'est une crise humaine, en fait, avant tout, qu'on voit une crise de la relation aussi. Et le deuxième aspect, c'est, et Rémi le disait encore, c'est devenir une meilleure personne, donc la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça peut être un petit peu plus, je dirais que ça, c'est le volet plus objectif. Donc, et je parle dans le livre
voilà, quelles sont ces valeurs que quand on se développe, on incarne naturellement de plus en plus. Et c'est important de dire naturellement parce que ça vient de notre connexion. Ce n'est pas quelque chose que nous imposerait la morale, etc., quelque chose qui est complètement extérieur à nous, mais c'est quelque chose qui est connecté à notre nature véritable et qu'on est amené à exprimer naturellement dans notre processus de développement personnel. Hmm. Tu as dit quelque chose que j'aimerais relever, puis je vais essayer de m'en souvenir, là, mais tu as dit que ce qui était cassé, c'était nos relations. Rémi, as-tu une opinion sur ça, sur les... Tellement important, la connexion, c'est un de nos besoins fondamentaux avec la sécurité et... Mais c'est si important parce que on a ce sentiment qu'on est séparé des autres. Et donc, on espère que cette connexion va finalement nous guérir de ce drame. Et la journée où on réalise qu'on n'est pas séparés, je dirais qu'on n'est plus aussi dépendant des connexions parce qu'on n'est pas séparés. Donc, je trouve que une des... je ne sais pas comment je l'appellerais, comme en tout cas, une des façons de vivre qu'on a appris à la Maison des leaders au fil des années, je pense qu'on a pris conscience du phénomène de communion, entre autres. Pendant la pandémie, même si on n'était pas ensemble physiquement, même si on ne se parlait pas, si on ne se voyait pas, on se sentait en communion. C'est ça, être non séparé. Alors pour moi, c'est ça. Tant que je vis cette angoisse de séparation, bien sûr, je vais essayer de tout faire pour essayer de guérir de ça. C'est pour ça que quand Thomas, tu parles de basculer dans des champs de conscience nouveaux, bien sûr, c'est la journée où justement on sort de l'illusion. Mhm. Et juste pour donner un peu d'espoir à nos Québécois qui sont là, tu parlais du Bhoutan tout à l'heure, mais vous savez que présentement, il y a tout un groupe au Québec, des syndicats, des patrons ensemble, etc. Ce ne sont pas les politiciens, mais ils sont tous un groupe présentement à travailler pour présenter au gouvernement un projet de bonheur national brut. Donc, et c'est merveilleux parce que syndicats et patrons, donc on sort justement de cette rivalité ou de cette dualité. Ensemble, on veut un bonheur plus grand pour un plus grand nombre. Fait que juste pour vous donner de l'espoir, là, et c'est merveilleux d'ailleurs que ça ne vienne pas des gouvernements. Mais les gouvernements n'auront pas le choix si c'est ça que le peuple veut. Le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est exécuter ce qu'on demande. Hmm. C'est vrai que ça donne de l'espoir. Puis il y a une chose que pour les relations, à un moment donné, quand on est en mode survie, on parlait souvent de comment on a le besoin d'être accepté, le besoin d'être aimé, le besoin. Et alors, on en fait tellement, hein, on en fait tellement plus. Et puis, toi, je parle à Rémi. Toi, Rémi, tu nous dis, ben, aime-les. Essaye pas de... Fais juste les aimer, puis ça va revenir. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais un gros concurrent qui rentrait dans mon marché. Et puis, les clients m'appelaient, disaient « Oh, ils sont agressifs, etc. » Et puis, tu m'as dit « Ben, aime-les, tes clients, puis tout va bien aller. » Alors, pour justement se sentir moins séparé, moins... il y a alors, ce paradigme-là de l'avoir à être, il me semble qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures de ça. Mais tu nous as suggéré, Thomas, 4 valeurs. 4 valeurs qui étaient le fondement, 4 valeurs spirituelles qui sont le fondement du développement véritable, durable que tu appelles. Et je les ai trouvés vraiment intéressants. Puis je vais vouloir te poser des questions sur ça. Peut-être que Sylvie, tu pourrais mettre on a fait une petite diapo pour les visuels là, qui les verraient. Oui, c'est ça. Alors, les valeurs, on parle de la vie,
la paix, l'amour, la lumière, le bonheur, la compréhension et la pleine conscience. Et moi, la question que j'aurais, Thomas, c'est, euh, toutes ces valeurs-là me parlent, mais il y a une valeur qui m'intrigue parce que je n'aurais jamais pensé à ça comme valeur, c'est la lumière. Alors, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu veux dire par la lumière. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas vraiment des. Peut-être que le mot valeur s'applique moins bien à la lumière. Et j'aurais pu prendre d'autres noms. J'aurais pu parler aussi du mystère. En fait, pour parler de la partie en fait subtile ou de la, on pourrait dire la réalité ultime aussi. En fait, ce que je voulais dire par cela, c'est que une société plus évoluée ferait plus attention, y compris avec davantage de recherche scientifique, sur des expériences qui nous permettent de toucher la réalité ultime, des expériences qu'on ne comprend pas, qui sont mystérieuses. On sait que, par exemple, il y a des gens qui ne mangent pas, par exemple, je prends comme exemple. Est-ce qu'ils sont très nombreux ou est-ce que c'est réduit à quelques mystiques? On pourrait avoir un peu plus d'éléments de recherche là-dessus. Mais voilà, il y a beaucoup juste de dire que ces aspects-là subtils, je parlerai, ou énergétiques, sont souvent un petit peu tabous dans nos sociétés, notamment occidentales, alors qu'on devrait regarder plus en profondeur parce que ça peut être des portes pour ouvrir davantage notre conscience et changer notre rapport au monde. Donc, elle est un petit peu à part, celle-là, je dirais. Ce n'est pas celle que quand je la mentionne pas toujours sous ce nom-là, ou c'est pas celle que je mentionne toujours la première dans cette liste-là, parce qu'elle est un petit peu parfois plus difficile à saisir. Mais merci de la poser, merci de la porter. Je pense qu'on est tous quelque part en quête de ça et merci d'oser, Thomas. Voilà, en fait, moi, dans cette liste-là, en fait, c'est pas. Moi, j'ai réfléchi pendant que j'écrivais ce livre à une potentielle typologie, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais plutôt être très pragmatique et juste, mon idée, c'était simplement de cartographier, entre guillemets, où sont les germes de cette nouvelle politique de l'être et quels sont finalement les groupes de personnes qui, à travers différents mots, sont en train de porter ce changement, parfois sans forcément être conscient de la dimension spirituelle, de la dimension de l'être qui est derrière, mais qui, pour moi, est évidente dans ces groupes de personnes qui souvent, ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est que sur chacune de ces valeurs, il y a à la fois une science qui s'est développée au cours des dernières décennies, et en même temps, il y a des applications pratiques, des acteurs du changement social qui sont pleinement dans ces courants pour proposer des manières de changer la société. Alors, c'est comme ça que tu as choisi les valeurs, ces 7 valeurs-là, parce que c'est pas juste, c'est parce qu'il y a déjà des gens qui sont là-dedans, il y a déjà de la recherche qui a été faite, de la pratique qui est faite. C'est intéressant parce que là, il y a des couches, là. Oui, tout à fait. En fait, je trouve quand on essaie de travailler sur ces questions-là en amenant le spirituel, la sagesse, avec des questions sociales, on se rend compte quand on manipule ces concepts que c'est des concepts très, très profonds et que quand on les met dans une typologie, ça ne marche pas toujours. Donc, ce n'est pas les 7 valeurs sur les 7 chakras ou ce n'est pas ce genre de choses. J'ai simplement voulu être pragmatique. Et puis après, j'ai essayé d'en faire sens. En fait, qu'est-ce qu'elles ont en commun, en fait, ces 7 valeurs? Et je me suis aperçu qu'en fait, tout simplement, comme dans un individu qui se développe spirituellement, finalement, va de plus en plus refléter ces valeurs, ces qualités-là. Et de même, des sociétés qui sont à la recherche de leur évolution, de leur développement, elles sont amenées à mettre en leur cœur ces valeurs-là. Et ça, il y a déjà des philosophes il y a très longtemps, chez les Grecs, qui l'ont pensé.
Platon nous avait proposé comme modèle de la bonne société la vérité, la beauté et la bonté. Et après, la tradition chrétienne nous a dit que c'était finalement des valeurs qui reflétaient la perfection de Dieu. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire la même chose de ces valeurs-là. Elles reflètent une réalité ultime qu'on pourrait appeler l'être, qui est au-delà de toutes ces valeurs et dont elles émanent. Rémi, si tu avais des valeurs, est-ce que des valeurs que tu ajouterais ou que… Ben, moi, je me sens bien avec ces valeurs, mais ce que j'aime de la vie que tu mets au premier plan, c'est quand on est dans la vie, on n'est pas dans la dualité avoir ou être. Parce que dans la vie, ben, les fourmis, ils font bien des choses, puis tout est là, il n'y a pas d'exclusion, on est dans l'un et l'autre. Alors, prendre soin de la vie, c'est de prendre soin de soi parce qu'on est la vie. Il n'y a pas nous et la vie, il n'y a pas nous et la nature. On est la nature, on est la vie. Donc, j'aime beaucoup que tu mettes la vie en premier parce que je pense que si on prend soin de la vie, on prend soin de nous, on prend soin des êtres humains et, euh, et, euh, et on n'oppose pas l'être et le faire parce que les deux existent dans la vie. Euh, mais mon ami qui est abbé de Saint-Jean-de-Mata, qui est un abbé d'un monastère bénédictin, m'avait dit un jour, tu sais, Rémi, pour moi, l'amour vaut plus que la vie. Et j'ai laissé porter ça à l'intérieur de moi. Puis bien sûr, c'est vrai que la vie sans l'amour, dans le fond, n'aurait pas tellement de valeur, en tout cas pour l'Homo sapiens, en tout cas pour nous. Alors, alors je vote pour la vie et l'amour. Toutes ces valeurs, elles sont reliées entre elles. Et souvent, en fait, il y a souvent des initiatives mettre en avant, en termes de label, l'une d'entre elles. Mais quand on creuse derrière et quand la vision est vraiment… on se retrouve qu'on retrouve toutes les autres, on se rend compte qu'on retrouve toutes les autres associées. Et je dis ça par rapport à des initiatives de changement social, mais finalement, chacune de ces valeurs ont été posées parfois comme un chemin spirituel en soi. Et quand ce chemin est équilibré, ben finalement, il nous ouvre à toutes les autres. Donc en fait, par exemple, le Bhoutan, dans sa culture, notamment bouddhiste, lui a mis en avant le bonheur. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres qui sont liés à ça. Donc chaque culture aurait tendance peut-être à mettre en avant l'une d'entre elles, mais quand ce chemin est pleinement équilibré, on va retrouver en fait toutes les autres. En fait, tout est interrelié. Ouais. Et peut-être que j'ajouterais, peut-être que quelque chose qui est en train de fondre en moi et tranquillement, je pense, dans la communauté de la maison, c'est cette idée de développement ou d'évolution ou de croissance. Ça m'apparaît, on dirait, dans mes cellules de plus en plus comme la suite de la croissance économique. Et, et je réalise que quand je suis dans la volonté de me développer personnellement, d'évoluer personnellement ou spirituellement, je suis peut-être encore dans la même logique que j'ai besoin de faire ça pour survivre. Donc, encore cette logique de croissance, de développement, d'évolution. Alors, j'aime beaucoup me poser et me laisser advenir. Et laisser advenir ce qui doit advenir. Peut-être que je suis devenu paresseux en vieillissant, mais c'est très bon. Et merci Sylvie pour la diapo. Il semble, Rémi et Thomas, qu'il y a comme une montée du meilleur et du pire. Et je me demande, tu sais, on parle de le populisme qui augmente, aux États-Unis, comment c'est divisé, etc. Je me demande, j'aurais une question à vous poser, c'est pourquoi l'éveil collectif est-il le moyen de sortir de la crise de civilisation à laquelle nous sommes confrontés présentement, avec tout l'espoir qu'on a, mais on a quand même un bon défi. Alors, pourquoi, selon vous, l'éveil collectif est un des moyens? Ami? Ben, pour moi,
plus ma conscience se dévoile, puis je quitte l'illusion d'être séparé, plus je quitte cette posture de survie. Donc, automatiquement, si je ne suis plus séparé des autres, je n'irai pas frapper sur moi-même. Alors, quand on était allé à Bali, tu te rappelles, il disait, je suis toi, tu es moi. Alors, on ne se tire pas dessus. Donc, la journée, on n'est pas séparés. Moi, prendre soin des enfants au Tibet ou prendre soin des miens, c'est identique. Il n'y a pas de séparation. Donc, bien sûr que c'est que par cette conscience qui, tout d'un coup, lève le voile sur cette illusion. Et à chaque fois qu'on avance dans la conscience, bien, tout d'un coup, on marche vers cette non-séparation. Et c'est à partir de cette non-séparation que les guerres vont s'arrêter. Mais quand on est triste à la Maison des leaders et on parle de ce qui se passe avec Poutine ou avec Donald Trump juste avant ou avec différents drames, nos amis à la maison qui m'ont beaucoup enseigné la question de l'évolution de la conscience humaine disaient qu'on ne change pas vraiment de stade de conscience si on ne souffre pas un minimum. Donc, c'est souvent la souffrance qui va nous faire passer d'un stade à un autre. Et donc, je pense qu'on devrait se réjouir, c'est épouvantable ce que je veux dire, de tous ces drames, parce que ces drames, ils viennent juste essayer, ceux qui créent ces drames, c'est qu'ils se sentent tellement menacés par ceux qui sont plus conscients. Parce que bien sûr, si un patron d'entreprise, par exemple, dit « moi, je n'ai plus de vision et on partage la richesse et on partage le pouvoir », imaginez-vous pour ceux qui en veulent, comment c'est menaçant, alors ils vont frapper. Alors, ça veut dire que si ça frappe fort, c'est que ça s'éveille fort. Et c'est une réaction. Et cette réaction va nous amener à bout beaucoup plus rapidement. Et donc, pour moi, des drames comme ça nous font rencontrer plus vite que prévu la limite de notre champ de conscience et l'obligation de basculer. Merci. Thomas. Oui, tout à fait. Merci, Rémi. Voilà, je pense qu'on comprend, on a une crise de civilisation, c'est-à-dire en fait, on s'aperçoit que tous nos systèmes, toutes nos solutions qui ont marché, entre guillemets, jusqu'à présent, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. On a développé nos capacités technologiques, notre pouvoir sur le monde, mais on n'a pas en même temps développé la sagesse qui nous permet d'équilibrer ce pouvoir et aussi de pouvoir, je ne sais pas si gérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais de pouvoir vivre dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe du fait de notre développement. Et comme pour faire le pont par rapport à ce qu'on disait au début, cette crise de civilisation, c'est bien la crise d'un modèle culturel, d'un certain nombre de valeurs, de croyances, etc., que j'ai mentionné. Et donc, ce modèle, en fait, qui marche de moins en moins bien, est en train de mourir et de se radicaliser en créant de plus en plus, il est de moins en moins approprié, et donc il crée de plus en plus de souffrance. Et dans le même temps, on a un nouveau modèle, un nouveau paradigme qui est en train d'émerger. Je parlais de récits de l'inter-être, par exemple, qui, lui, a du mal l'un doit mourir pour que l'autre puisse pleinement se déployer quelque part. Donc, on est vraiment dans ce moment où on a à la fois le pire de quelque chose qui est en train de mourir et qui n'est plus du tout approprié, et le meilleur de quelque chose qui veut émerger. Je pense que c'est Frédéric Lenoir qui disait que la spiritualité, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et puis, si on pouvait s'éveiller collectivement, mais effectivement, on pourrait... on a une belle chance, une belle opportunité.
Et dites-moi, parce que moi, j'ai l'impression que la raison pourquoi, justement, je pense que c'est ça que tu disais, Rémi, la raison pourquoi le populisme monte tant que ça, c'est qu'on dirait qu'ils se sentent menacés par ce qui émerge, justement. Alors là, il y a comme des réactions à ça, là. Et il y a encore la théorie de Darwin de la survie, là, de fittest au plus fort. Puis ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que Rémi et Thomas, vous avez à peu près la même façon de penser. Tu sais, Thomas, Rémi devait écrire un livre avec le titre « Fuck Darwin ». Ça vous donne une idée hein, de ça. Puis je pense que c'est ça, on n'a pas le choix que de créer ce mouvement-là. Puis vous êtes tous là aujourd'hui, les participants. Et je pense qu'on a cette intuition-là qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Il y a Nicole qui écrit, mais je ne vois pas toute la phrase, par exemple. Fait qu'on on va la reprendre. Alors, écoutez, il est 13h03. Il nous reste, dans le fond, une petite douzaine de minutes pour... Ah, mais c'est super! Ben oui! Je pensais qu'on finissait à 13h. Non? Merveilleux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a peut-être de la place à des questions? Alors, on a eu plusieurs commentaires et effectivement, comme on se retrouve un plus petit groupe qu'initialement, j'aurais envie de dire, ouvrez peut-être votre micro et puis lancez-vous. Tant qu'à faire, on élargit le dialogue un petit peu plus. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût simplement? Oui? Jacinthe! Bonjour. Monsieur Legrand, j'aimerais ça vous entendre parler de la compréhension qui était dans la liste. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'aimerais beaucoup savoir. J'ai votre livre, à la suggestion de Céline, je me suis procuré. Ça sera ma lecture de vacances. J'aimerais vous entendre parler de la compréhension. Très bien, bien sûr. C'est pas explicite forcément. En effet, la compréhension, ça peut être compris de différentes manières. Je cherchais en fait à le libeller plutôt dans un sens de qualité, de valeur, mais en fait, c'est vraiment la réalisation de l'interconnexion, que tout est interconnecté, comme beaucoup de traditions spirituelles ont mis en avant, et que c'est cette vision-là qui nous permet d'avoir une compréhension véritable des choses. Et aujourd'hui, la manière dont on le retrouve dans le domaine de la science, par exemple, c'est notamment la pensée systémique, ou la pensée complexe, voire même parfois la pensée intégrale. Donc, c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, cette notion d'interconnexion, elle émerge dans le monde, je dirais, séculier de la pensée de la science, quoi. Et si on regarde la tradition bouddhiste, par exemple, la compréhension de sa vraie nature fait partie des fondements aussi, hein, comprendre sa nature. Et de fait, dans le langage bouddhiste, le chemin octuple commence par la vision juste. Et parfois, on utilise le mot compréhension juste, qui est en fait la vision de l'inter-être où toutes les choses sont interconnectées entre elles. Donc, c'était vraiment, c'est dire aussi, et c'est placé comme vraiment la première, je ne sais pas comment on dit, phase ou premier aspect du chemin octuple bouddhiste. C'est la vision juste, c'est de tout par-delà, quoi. Et tout finit là aussi. Alors, de voir sans ces conditionnements. Excuse-moi, Rémi, vas-y. Non, pas du tout. Non, je vous écoute, puis je t'écoute, Thomas, mais j'entends ça comme une lucidité du réel, dans le fond. Oui. Une transparence avec la réalité. C'est ça. C'est de voir au-delà de la réalité, au-delà de ces conditionnements. Au-delà des concepts, qui est la définition parfois du nirvana chez les bouddhistes. C'est vraiment d'être capable de voir la réalité telle qu'elle est, par-delà tous les concepts qui nous masquent en fait cette interconnexion, quoi. Jochen, est-ce que j'ai compris tantôt un élan? Oui, je veux bien rajouter quelque chose.
Tout à l'heure, on disait fuck you Darwin. Et en effet, tout est parti d'une évolution. Et moi, je suis fortement convaincu d'une coopération mondiale dans le monde. Et pour arriver là, il faut qu'on accepte les gens et qu'on essaye de moins juger. Par exemple, j'entends souvent le mot populisme, mais derrière le populisme, il y a quelque chose. Je connais beaucoup de gens qui votent extrême droite, mais dans le cœur, dans le fond de leur cœur, c'est des bons gens. Et là, je tombe sur Thomas, c'est l'ignorance. Ils ont pas assez le développement de leur conscience. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu, si on travaille tous ensemble, plus à activer la conscience chez les gens, et avec ça, créer des ponts. Pourquoi Extinction Rebellion ne travaille pas ensemble avec Greenpeace? Pourquoi on a mondialement énormément d'organisations qui sont actives pour un meilleur monde, mais ils ne travaillent pas ensemble? Je vais mettre toute mon énergie pour créer des ponts. Wow. Et j'ai vraiment besoin de votre aide parce que quand j'ai lu le livre de Thomas, ça m'inspire. Je n'ai pas encore lu les livres de Rémi, mais je vais commencer. Et pour moi, tout le conseil, tout l'aide est le bienvenu en fait pour faire des ponts dans le monde et pour essayer de comprendre pourquoi il y a le populisme. Et dès qu'on comprend ça, et dès qu'on parle avec les gens, et on essaye de le mettre sur leur niveau, on peut changer leur méthode de réfléchir. C'est mon idée et je suis curieux comment Thomas et Rémi vont me donner des conseils. Ben, écoutez, moi, je dirais peut-être tout de suite, pour moi, c'est... J'arrive à un moment de ma vie où je fais l'expérience. Ce n'est pas une croyance, c'est pas que c'est l'amour qui nous transforme. Quand je juge l'autre ou que je veux qu'il change, ce que je lui dis, c'est qu'il est inadéquat et qu'il devrait penser comme moi. Et vouloir que l'autre change, pour moi, c'est un manque d'amour. Et ceux qui m'ont amené à bouger intérieurement sont ceux qui m'ont aimé tel quel, même sans me comprendre. Parce que parfois, moi, c'est sûr que moi, je ne comprends pas vite. Donc, des fois, ma compréhension est longue à venir. Mais en attendant, il y a toujours l'amour. Je peux aimer l'autre sans comprendre. Parce que si j'attends de comprendre pour l'aimer, ça peut être long et je peux mourir sans l'avoir aimé. Donc, j'aime beaucoup, merci. Je trouve que ton invitation, c'est une invitation à aimer inconditionnellement l'autre. Merci. J'aime bien une phrase qui dit « aimer malgré ». Thomas, comment on peut créer ces ponts-là? Moi, dans beaucoup de mon livre, c'est essayer de comprendre, en fait, de se dire que chaque phénomène, en fait, a une cause. Essayer de regarder dans les causes systémiques qui font que on a ces montées du populisme aujourd'hui. Et je pense que dans ces causes-là, je pense qu'il y a l'inadéquation de nos institutions politiques, et notamment cette idée ce système en fait de démocratie adversariale ou compétitif où c'est toujours la guerre pour le pouvoir et qui a raison et caricaturer les arguments des autres, etc. Et qui aujourd'hui en fait est ineffectif pour avoir la qualité de débat et de décision dont on a besoin pour régler les problèmes. Donc, les gens voient qu'on ne trouve pas de solution à leurs problèmes et donc se tournent vers d'autres discours. Je pense que ça, c'est le premier élément. Et dans le livre, j'ai des propositions concrètes pour avancer là-dessus, basées
sur la sagesse, puisque c'était porté par certaines traditions spirituelles, et sur la science aussi, qui aboutit aux mêmes conclusions. Et je dirais que le deuxième aspect, c'est aussi la question des réseaux sociaux, qui est un énorme problème dans nos démocraties, et comment les gens finalement sont amenés à être enfermés dans des croyances parce que les algorithmes leur donnent comme information que ce qu'ils ont envie d'écouter. Et que ça, je pense que c'est très destructeur pour nos sociétés et qu'il faut qu'on arrive à régulariser ça. Il y a des expériences, je pense par exemple de démocratie digitale à Taïwan, qui touchent un peu ces deux éléments, puisqu'ils nous permettent d'avoir de meilleurs débats, de meilleures décisions, et d'être pas pris en otage par la classe politique, etc., mais d'impliquer directement les citoyens. Et de l'autre côté, ils ont développé des algorithmes qui, au lieu de donner l'avantage à ceux qui sont les plus outranciers, les plus caricaturaux, les plus polarisants, les algorithmes donnent l'avantage à ceux qui veulent former, faire en sorte d'émerger du consensus. Donc, tout ça, voilà, c'est à notre portée. On pourrait développer des autres systèmes qui nous amènent à des résultats très différents. Mais et puis je concours tout à fait avec ce qu'ont dit Rémi et Jochen, que ce n'est pas une question de la qualité de cœur des personnes, etc. Et que c'est vraiment très important d'approcher le changement qu'on veut à partir de l'amour et de la compréhension et du respect. Aux médias sociaux, j'ajouterais Google. Les gros moteurs de recherche, c'est la même chose, hein? Ils te servent ce que tu es habitué d'avoir puis ce que tu veux avoir. Alors, je pense effectivement que c'est un gros problème parce que ça nous empêche de faire notre propre réflexion, puis de voir tous les côtés de la médaille pour faire prendre nos propres décisions. Alors, je pense que... Et ça, je ne sais pas comment on peut régler ça. Là. Mais c'est une menace. Je pense que c'est une menace. Il y a Nicole, je crois, qui a ouvert son micro. Il y a Marie-Josée qui a levé sa petite main depuis tantôt. Alors, Marie-Josée, est-ce que tu veux... il est 13h14. Est-ce que tu veux... Au fond, ce que je retenais de ce que vous disiez aussi, Rémi parlait de faire émerger le meilleur de soi. Et moi, je trouve que la première étape, on parle beaucoup d'accueil d'accueil de qui on est, d'acceptation de qui on est. Et moi, sur mon chemin, ce que je rencontre maintenant, c'est beaucoup une réconciliation qui m'amène davantage pour que le meilleur émerge. Au fond, c'est un terme que Rémi m'a offert parce que je pense que ça peut aussi interpeller d'autres personnes parce que la réconciliation va plus loin que l'accueil encore. C'est vraiment, je suis bien avec moi, je me réconcilie avec des pans de ce que je suis qui ont été marquants ou même que j'ai pu réprimer et qui font en sorte que je suis parfois moins consciente ou moins présente à ma vie, plus dans des ronrons ou autres. Alors, je ne sais pas, Rémi, si tu veux parler de la réconciliation, je trouve... T'en as bien parlé. Je pense effectivement que c'est davantage un travail de réconciliation que de croissance personnelle. Mais merci, mais tu en as bien parlé. Salut Sophie Souhaité. Nicole? Oui, bonjour. Céline, moi, je répondrai à ta question. C'est que si moi, je te laisse le temps de réfléchir, il y a des risques que je perde le contrôle sur toi parce que je pourrais pas, tu vas pouvoir peut-être voir plus et mieux ce qui se passe. Puis à ce moment-là, moi, je ne pourrais pas avoir le pouvoir sur toi parce que la connaissance, c'est un pouvoir aussi. Maintenant, une question à Rémi. Tantôt, tu as parlé qu'il y avait un groupe qui travaillait au Québec pour s'affirmer au gouvernement, tout ça. Est-ce qu'il y a un nom en particulier? J'aimerais savoir. Je ne sais pas, mais il y avait un article super intéressant. On pourrait le retrouver. Puis envoie-moi un courriel à la Maison des leaders, là, puis on va essayer de retrouver l'article. Il y a eu quelques articles là-dessus qui ont été faits, là, puis c'est Diane Bérard qui me parlait de ça. Donc, puis c'était fascinant.
Sinon, on peut le mettre aussi dans le blog de Leader Ah oui. Réveillé. Oui, on va le retracer. Merci. Alors, on est arrivé. Écoutez, un grand merci. Merci à vous, chers participants, d'avoir pris votre temps. Merci à Thomas. C'est tellement, c'est beau le cœur. J'aime ça des cœurs. Merci. Et merci parce que c'est juste un début. Ah, j'ai plein de cœur! C'est juste un début de conversation, hein, on le sait. Donc, on va revenir probablement au printemps avec un angle sur l'économie qui pourrait être intéressant. Et puis, je voudrais remercier aussi Rémi qui, dernière minute, a accepté spontanément de se joindre au dialogue. Alors, un gros merci. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas, il y a le livre que vous pouvez vous procurer, The Politics of Being. Et parce qu'on a juste effleuré, là, on a fait... hein? En fait, le livre, on n'a pas parlé du livre. Le livre a été le déclencheur d'un dialogue. Alors, j'ai vraiment, vraiment apprécié d'explorer avec vous ces thèmes. Puis, je vous souhaite un beau week-end pour ceux qui sont au Québec, un beau long week-end de Saint-Jean-Baptiste et que le meilleur advienne. Hey, salut Jacinthe! Salut tout le monde! Salut tout le monde, je vous embrasse. Merci à tous. Salut Thomas! Bonne journée. Merci à tout le monde. Merci Merci, Thomas. Rémi. Merci Céline. Merci Rémi. Merci beaucoup, à tout le Thomas. monde. Merci, Rémi. Merci. Bye bye!